Ça a pour titre ce matin, devenir des parents vers qui nos enfants vont se tourner naturellement pour de l'aide dans une culture hyper sexualisée. Et pour mon introduction, je vous lis le premier paragraphe de ce bouquin publié en 2022 qui s'intitule « Protéger vos enfants de la pornographie sur Internet ». Mise en situation, Dr. Fubert nous dit « Tu entres tout bonnement dans la chambre de ton fils de 11 ans. Il te fait dos et par-dessus son épaule, tu peux voir sur son téléphone qu'il écoute une vidéo pornographique. Les images sont violentes. La façon dont tu vas réagir à ce moment aura un impact significatif sur le reste de sa vie. Alors, est-ce que tu vas crier, l'ignorer, perdre les pédales, disjoncter, hausser les épaules, ben c'est ce qu'un petit garçon fait. Dr. Fubert nous suggère cette réponse-là, et c'est ce qu'il va développer dans son livre. La meilleure chose que tu puisses faire en tant que parent, c'est d'avoir une conversation calme et posée avec l'enfant à ce sujet, en se basant sur les faits de comment la pornographie a un impact sur lui et sur les autres. Alors, es-tu prêt à avoir cette conversation-là? Es-tu prêt émotionnellement aussi? Si vous n'êtes pas certain d'être prêt pour cette conversation-là, alors ce livre est pour vous. Ce scénario-là, ça peut être, je suis sur l'ordinateur familial, je découvre qu'il y a des choses qui m'indiquent qu'il y a eu telle visite dans l'historique de navigation Internet. Quelque chose de très fréquent. Donc, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est pas seulement pour les parents, mais c'est pour tout le monde. Parce que ce qui s'applique pour les enfants dans la façon de s'accompagner dans ce qui peut être addictif, ça s'applique pour les adultes aussi en général. Alors, comment est-ce que je peux devenir quelqu'un vers qui mon enfant va se tourner instinctivement en disant « Hey, j'ai regardé des choses qui m'attirent, mais en même temps, je le sais que c'est pas correct. Ça m'attire, je suis gêné, je le sais que c'est pas correct, mais fait que là, si je vais vers papa, maman, est-ce que je vais être rejeté? Parce que je sais que c'est pas correct, mais d'un autre côté, c'est comme un peu magnétique. Alors, ce qu'on veut être, je pense, comme disciples de Jésus, c'est être des gens qui sont qui sont émotionnellement sécuritaires pour que le réflexe naturel, ce soit « Hey, j'ai vu des choses que je ne suis pas sûr comment comprendre ça, j'ai besoin d'aide et c'est naturellement dans ma vie, c'est mon père, ma mère, qui va pouvoir m'aider. » Avant d'aller plus loin, je veux résumer un petit peu ce que nous avions vu ensemble il y a 3 semaines, la dernière fois que j'avais parlé sur la sexualité après le Jardin d'Éden. Et on avait fait un tour d'horizon biblique en 3 tableaux. Alors, dans notre premier tableau, c'était la création. Et on avait dit que tout ce que Dieu a créé est bon, même très bon. Et ça inclut nos corps et leur aspect sexué. Et on avait un peu critiqué les différents messages qu'il y a dans notre société sur le but de la sexualité. Et on avait dit que selon la Bible, selon Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On avait dit que le but de pourquoi Dieu nous a créés ainsi, c'était pour approfondir le lien relationnel entre 2 personnes. Et de ça découle naturellement, toutes choses étant égales, la procréation et le plaisir. Que c'est à l'intérieur d'un contexte de consentement et d'engagement. Alors, création, c'est bon, même très bon, et ça a pour but d'approfondir le lien relationnel. Dans notre deuxième tableau, où on avait parlé de la chute, donc quand les humains se sont mis à dire hey, « je suis le Dieu de ma vie », puis je peux utiliser les autres comme des objets,
Alors, on a observé l'apparition de la violence. Puis, par rapport à nous comme disciples, ben, on s'est dit qu'on est tous nés dans un monde brisé et qu'on est négativement affectés par le péché et que ça s'applique évidemment à notre nature sexuée. Alors, on passe d'un couple qui est nu et sans honte, profondément en sécurité l'un avec l'autre. Adam n'avait pas peur d'être dans la présence d'Ève et Ève n'avait pas peur d'être dans la présence d'Adam. Je me sens bien avec lui, je ne me sens pas utilisé, je ne me sens pas forcé. Et quand on passe de l'autre bord du jardin, bien, on passe de la relation à l'objectification. Puis on voit apparaître Lémec dans le chapitre suivant. Lui, une femme, c'est pas assez. J'ai besoin de 2 femmes parce que j'ai besoin de beaucoup de monde pour m'adorer moi. Puis après ça, on avait parlé d'Abraham puis d'Isaac qui n'ont pas eu peur de sacrifier la sécurité de leur femme à eux pour leur sécurité. On avait parlé de Salomon qui multipliait les conquêtes pour combler un genre de vide à l'intérieur. On avait parlé de la femme samaritaine dans Jean 4 qui était la mère de ceux et celles qui utilisent la sexualité pour combler un besoin relationnel, d'être aimé, d'être accepté. Alors, je marchande avec mon corps. Et dans notre dernier tableau, bon alors, si je récapitule, Dieu a créé toute chose, c'est bon, même très bon dans son propre contexte, mais on est dans un monde brisé, chacune de nos fibres sont affectées, ça inclut cette nature-là. Et comme disciples de Jésus, bien, ça nous amène au constat, chacun de nous avons le besoin d'incorporer la sexualité dans notre vie de disciple. Et on veut garder chacun de ces éléments-là dans leur propre équilibre pour éviter les extrêmes. Dans l'histoire de l'Église, l'aspect numéro A, là, tout ce que Dieu a créé est bon dans l'histoire de l'Église. Assez rapidement, ça prend le bord. Là. Donc, dans l'histoire de l'Église, le fait que le monde est créé, que notre nature sexuée image Dieu, c'est complètement évacué. Alors, il y a une vision très, très négative du monde, très négative du corps qui s'installe. À l'inverse, dans notre société, ben, il y a une genre d'ignorance volontaire par rapport au fait que les hommes et les femmes souffrent de cette idée-là qu'on peut faire tout et n'importe quoi et la seule chose qui compte, c'est le consentement. Mais alors, quand on se met à considérer comme ça les choses, ben non, le contexte propre à ces relations-là, c'est une relation engagée. Alors, notre thème d'aujourd'hui est devenir des parents vers qui nos enfants se tournent naturellement pour de l'aide. Et je veux vous parler un petit peu des enfants dans la ville de Sodome, en comparaison avec les enfants de l'Internet. Et je vous invite donc à tourner dans Genèse 19. Genèse 19, à partir du verset 1. Et c'est une histoire qui remplit le cœur de peine pour plusieurs raisons. Alors, on est à l'époque d'Abraham, il y a, disons, environ 3000 ans. Et il y a dans les plaines de Shinéar, cette ville, Sodome, qui a une réputation particulière. Et on y lit que les 2 anges, donc qui ont une apparence humaine, arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot, un ami d'Abraham, était assis à la porte de Sodome, là où la business se passait. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. »
Mais Lot les pressa tellement, il insistait beaucoup, non, venez coucher à la maison, qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Ils en mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Il fallait sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Alors, vous avez noté qu'au verset 4, il y a une foule et qu'il est écrit que c'était depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Imaginez le spectacle. La population de la ville se masse à la porte de Lot avec le désir de se livrer à un viol collectif sur 2 anges. Et dans cette foule-là se trouvent qui? Des enfants. Et voici une première cause de deuil profonde que je souligne. C'est de comment des enfants peuvent être enseignés, sexualisés vers des comportements pécheurs, c'est-à-dire nuisibles, blessants, objectifiants. Essayez de vous mettre dans la peau de ces enfants-là. C'est tout ce que tu as connu. Ta première expérience avec cet aspect-là de ton humanité, c'est peut-être ça. Est-ce que ces enfants-là sont des victimes? Comment blâmer des enfants à qui on a enseigné ça? Dans un sens, ce sont de grandes victimes. Quelle tristesse envers ces enfants de Sodome qu'on a sexualisés, qu'on a façonnés à aller d'expérience comme ça en expérience comme ça. Ces enfants-là, comme tous les enfants, comme tous les humains, sont créés à l'image de Dieu et auraient mérité d'être protégés. Et voici, ils ont été formés par une culture qui ont pris la bonne création de Dieu pour en faire quelque chose de profondément violent. Et ils ont été éduqués, encouragés, modelés par leurs parents à agir ainsi. Et la roue de la honte continue. Puis ces enfants victimes-là sont devenus abuseurs. Alors, est-ce que c'est normal que ces enfants-là de Sodome reproduisent ce qu'on leur a enseigné? Bien, le contraire serait un petit peu surprenant. Et Sodome, c'est Sodome. Et j'aimerais parler des enfants de l'Internet. Comme on a mentionné en passant il y a 3 semaines, la pornographie, c'est accessible en 3 clics. Chaque personne qui a un téléphone intelligent, en 3 clics, tu es capable d'y être. C'est gratuit, c'est anonyme, c'est même accidentel, et aussi c'est acceptable. Ce n'est pas de personne à personne. Non, il n'y a pas d'anges là, qui sont agressés ici. Ce sont des hommes et des femmes libérés qui décident de participer à cette industrie-là en tant que travailleurs du sexe. C'est ce qu'on peut entendre. Quelques statistiques pour s'éveiller un peu à la réalité, là, au-delà des mythes reçus. Là. Entre 2008 à 2011, ça coïncide dans la période de l'humanité où les téléphones intelligents sont devenus communs, donc boîte à Internet. Là. En 2008 à 2011, l'exposition à la pornographie chez les garçons de moins de 13 ans est passée de 14% à 49%, puis leur utilisation quotidienne a doublé par rapport à avant ces années. Avant l'âge de 18 ans, ça va être 93% des garçons
et 62% des filles qui auront vu de la pornographie sur Internet. Au niveau des garçons, ils vont avoir tendance à être curieux et à vouloir en chercher eux-mêmes. Tandis que chez les jeunes filles, le plus souvent, là, c'est des contacts non désirés. Alors souvent, elles vont se faire montrer de la pornographie. Alors pensez, disons, à un copain qui lui montrerait un acte avec le sous-texte que peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble, ou peut-être qu'elle reçoit une photo non désirée dans ses messages Internet. C'est que les adolescents qui fréquentent des lieux de culte plusieurs fois par mois sont moins susceptibles d'en consommer. Si vous voulez avoir un tour d'horizon de ce que la littérature scientifique nous dit, si vous voulez des statistiques à pu finir là, sur ce qui a été produit dans les 20 dernières années, écrit tout ce que la littérature sur son site Internet dans un format qui est beaucoup moins long à lire. J'aimerais prendre le temps d'expliquer un petit peu comment l'attrait, comprendre le développement d'habitudes, ou en fait qu'un ado est capable d'arrêter de le faire. Au niveau du cerveau, là, il y a certaines activités qui produisent du plaisir. Manger quand tu as faim, boire quand tu as soif, stimulation sexuelle, activité égale sensation, et c'est ce qui développe des habitudes. Dans un petit peu le lien entre la neurologie, le développement c'est une citation assez longue, puis le but est de vous permettre arrête donc, tu sais. C'est facile, arrête, tu sais. Bon, on s'en parle plus, puis j'espère que ça va être réglé pour quand on va s'en reparler dans 15 ans, tu sais. Alors, Bill Struthers nous dit, dans le cadre d'un développement normal d'un enfant, les adolescents qui subissent des changements pubertaires, alors, aux signaux érotiques, sexuels et amoureux. Alors, quand tu deviens un ado, tu remarques des choses que tu as mal au niveau du développement humain. Le contraire ne serait pas normal. Alors, ces signaux sexuels, donc je remarque, vont avoir une nouvelle valeur incitative qui les attirera. Pulsions ou des désirs sexuels qu'ils devront gérer. Alors, au niveau du développement de l'enfant, quand il atteint la puberté, c'est normal qu'il réagisse de certaines façons, qu'il ait des pulsions, des désirs, et comme individu dans son développement, il apprend à se gérer. Normal. Et ça prend, comment ça marche pour apprendre à se gérer? Ça prend du temps, ça prend des essais-erreurs, ça prend de l'éducation. Et il poursuit la citation en disant qu'une familiarité avec des scripts sexuels va influencer leur réponse. Alors ici, le concept de script sexuel, c'est, ici quand on vient à l'église, là, on a un script de qu'est-ce qui va se passer. Je vais arriver vers 9h20, je vais aller mettre mon manteau, je vais m'asseoir, à 9h30, ça va commencer, il va y avoir du monde qui vont parler. François Desgagnés va partager de sa façon. Ça va se passer de même au message. Après ça, vers 11h35, on va aller chercher un poulet au Costco. Puis, c'est mon script de comment ça marche quand je vais à l'église. Okay? Comme individu, on a aussi un script sexuel. Alors, une rencontre sexuelle, ça a un début, ça a des actes, ça a des attitudes, puis ça a une fin. Et comment les enfants apprennent ça? Ils apprennent ça parce qu'ils voient, dans la façon dont mes parents agissent ensemble, est-ce qu'ils se parlent de telle façon? Ils apprennent ça, par avoir une telle vision. Si, disons que quelqu'un souffre, c'est normal. On vient de finir la commission d'enquête sur qu'est-ce qui se passe dans les équipes de hockey, d'humilier les autres dans un contexte sexuel. L'éléphant dans la pièce, au niveau sociétal, c'est parce que ces gens-là, ces ados-là qui sont précieux, apprennent à tirer du plaisir de comportements qui sont dégradants. Alors j'arrive avec les autres, c'est normal. J'ai appris ce script-là.
C'est assez lourd, hein? Ça fait mal au cœur. Hein? Alors, une familiarité avec des scripts sexuels, soit parce que j'en ai regardé, parce que j'ai lu, ou par des instructions. Donc, disons, si j'ai été victime d'abus sexuels, j'ai été sexualisé quand j'étais plus jeune, bien, ça vient me façonner. Ça va influencer leur réponse. Alors, l'augmentation de l'intérêt sexuel, de la motivation sexuelle et du comportement sexuel peut être influencé par ces scénarios. Alors, ce qu'il est en train de dire, au fond, c'est que si dans ce que je consomme, il y a une association entre la violence puis le plaisir, bien, ça vient, veut pas, normaliser tel comportement. Ça vient normaliser que, c'est pas grave s'il n'y a pas de consentement. Ça vient normaliser que tel acte dégradant, peut-être que c'est de même que ça marche, tu sais. L'Internet est le plus grand éducateur sexuel, c'est certain. Alors, prenons, dernière phrase de la citation, prenons l'exemple d'un adolescent qui regarde de la pornographie pour la première fois. Alors, c'est un enfant, hein, il a 11, 12, 13 ans. C'est normal hein, qu'il soit curieux sexuellement, c'est normal. Son cerveau vient de se réveiller de même. C'est normal qu'il soit attiré par ça. Alors, par curiosité sexuelle, un adolescent, et il note les signaux visuels peuvent jouer un rôle important dans le déclenchement de l'excitation sexuelle. Alors, il voit quelque chose, il se passe quelque chose dans son corps, c'est peut-être la première fois de sa vie qu'il est excité sexuellement. Alors, il faut qu'il apprenne à se gérer, mais il ne sait même pas comment se gérer, parce que c'est un enfant. Il ne comprend peut-être même pas ce qui se passe dans son corps. Il peut ressentir une pression interoceptive. Alors, c'est un neurobiologiste, là, fait que j'ai gardé la citation telle quelle, mais voulant dire, il sent quelque chose dans son corps qui le pousse à faire de quoi. Là. Mettons, je suis excité, c'est ça que ça veut dire. Il se met à être hypnotisé par les images et il est attiré par ça, il est hypnotisé. Et là, il va développer un répertoire de comportements sexuels en observant les participants, puis en lisant les commentaires de la vidéo. Alors pour lui, c'est son premier contact, ça n'a pas le choix d'être formateur. Puis vous voyez que biologiquement, son cerveau marche contre lui, parce qu'on est fait pour être attiré par ça, mais on n'est pas fait pour être bombardé de ces images-là. Dans un sens, c'est extrême qu'est-ce qui se passe à Sodome, mais c'est encore plus pernicieux qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors l'adolescent, alors qu'il tente de gérer ces sentiments-là, on va dire le mix de culpabilité, honte, j'ai regardé des images que papa et maman ne seraient pas fiers, mais en même temps de plaisir, ça a été le fun, ça a été stimulant. Bien, cette expérience combinée-là peut les inciter à expérimenter avec la masturbation. Puis là, cette stimulation-là, l'orgasme qui en résulte, ça inonde son cerveau d'hormones et c'est consolidé dans sa mémoire. Puis là, il y a une association entre ses besoins, des sentiments, puis des comportements, puis des résultats. Puis là, ça établit un processus. Alors, en d'autres mots, c'est qu'il va éprouver du plaisir. Puis là, l'ado, lui, qu'est-ce que tu es censé faire comme ado? Tu es censé apprendre à te gérer dans tes émotions. Fait que c'est comme si vous disiez à votre gars de 12 ans, « Ouais, quand tu es triste, là, vraiment une bonne idée, là, prends un shooter. Prends-en 2, prends-en 3. Ça va faire passer le mal. » L'Internet enseigne aux enfants à gérer leurs émotions que, quand tu trouves ça plate, quand tu es fâché, quand tu sens que tu n'es pas accepté, si tu veux te sentir accepté, il n'y a rien comme un monsieur ou une madame l'autre bord d'un écran qui a l'air de te désirer, il n'y a rien comme ça pour te faire sentir accepté. Alors ça, le lien est direct. Comportement, récompense, puis on est dans le chemin vers un comportement addictif.
pour l'adolescent en développement. Cependant, en répétant ce schéma-là, donc comportement, plaisir, soulagement, en répétant ce schéma pour faire face à d'autres motivations non sexuelles, par exemple l'isolement social. « Hey, je ne pogne pas. Je ne pourrai jamais avoir de blonde de ma vie, mais ça, je peux avoir ça. » Pour composer avec la négligence parentale, composer avec je file pas, pour composer avec son anxiété, hey, je me sens bien, tu sais, dans ces moments-là. Bien, dans son cerveau, ça produit ce ce que les psychologues appellent un gain potentiel de fonction. Voulant dire, quand j'ai une émotion négative, j'ai un chemin là, bien battu là, qui m'amène à bien me sentir. De sorte que la pornographie, associée avec la masturbation, pourrait devenir son moyen préféré pour faire face à divers facteurs de stress. Alors, ce processus-là, c'est essentiellement ce qui est derrière n'importe quel cycle addictif, que ce soit l'alcool, la drogue, les troubles de comportement alimentaire. Ça ressemble un petit peu à ça. On fait affaire à plus que, arrête, tu sais, là. Cet ado-là va avoir besoin de parents qui vont être capables d'offrir une sécurité de connexion plus rassurante que ce que la pornographie peut lui offrir. Alors, si je suis capable de répondre à mes facteurs de stress avec ça, qu'est-ce que ça fait au niveau du développement de la personne? Ça fait que je n'ai pas besoin de me développer dans des façons de me gérer. Alors, il conclut la section en disant « Cela peut limiter la volonté des ados, des adultes, de chercher d'autres mécanismes d'adaptation ou des réponses plus appropriées. » Alors, le point de ça, c'est imaginez que c'est le cerveau de votre ado. Il vit un facteur de stress, puis l'association répétée entre le comportement, donc regarder la pornographie puis la masturbation, ça, plus le soulagement, bien, ça va produire un sentier bien battu. Tu sais, je le fais une fois, je le fais 3 fois, j'ai un soulagement à chaque fois. Alors, quand je reviens, je suis l'autre bord de la forêt, j'ai un stress, bien, ça devient quoi le chemin que je vais emprunter naturellement? Bien, le chemin que j'ai déjà emprunté 15 fois, qui est bien battu. Alors, vous voyez qu'au niveau du cerveau de l'accro, il va avoir besoin d'aide pour apprendre à, écoute, ce chemin-là, il ne te mène pas où tu veux aller, où ce que Dieu veut t'amener. Puis, ensemble, on va travailler à essayer de prendre un meilleur chemin, un chemin qui va t'amener où tu veux aller. Alors, évidemment, comme chrétien, on connaît bien les raisons bibliques de ne pas se livrer à ça. Scientifiquement, même psychologue, dans un livre différent qui s'intitule « Fait pour l'intimité, comment la pornographie déraille le cerveau masculin », il nous explique que la pornographie fournit un script à propos de ce à quoi devrait ressembler une rencontre sexuelle. Un début, des étapes, des attitudes et une fin. Voici les points problématiques avec la pornographie. Il est rare que la pornographie soit liée à un consentement clair. Le consentement est souvent implicite ou ténu. Puis ensuite, les adolescents et les adultes, viennent à concevoir les actes sexuels comme étant séparés d'un contexte relationnel. Alors, comme chrétiens, c'est cher à notre cœur. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour refléter le Dieu qui est relationnel, qui est amour, qui est don de soi. Et ce que la pornographie nous enseigne ou essaie de nous façonner, c'est que non, les autres sont des objets. Je peux m'en servir comme je veux, selon mes préférences. Et ça n'a pas besoin d'être dans un contexte de relation.
de prendre soin de l'autre. Ça amène à voir aussi ce qui se passe avec nos enfants comme une forme subtile d'abus sexuel. Si, disons, vous étiez au parc à 12 ans, puis qu'il y avait un monsieur avec un imperméable qui s'exposait à votre enfant, puis qui ferait des actes, on n'aurait pas de misère à dire c'est un abus sexuel. Il a été exposé à quelque chose, puis ça va être un souvenir gravé dans sa mémoire qui va peut-être le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Et pour certains enfants, l'exposition à la pornographie est accidentelle. Alors, je recherchais tel petit jeu sur Internet, puis je suis arrivé sur telle chose. Puis même les producteurs de pornographie intentionnellement jouent là-dessus avec l'orthographe de certains sites Internet. De plus en plus souvent, l'exposition à la pornographie se fait dans le contexte de relations. Je vais chez grand-papa, je trouve telle revue. Alors, grand-papa, il n'avait pas voulu que je trouve cette revue-là, mais c'est arrivé. J'ai vu des images. Une recherche par Jay Stringer, thérapeute américain, a démontré qu'un pourcentage important de personnes qui éprouvent des difficultés significatives à arrêter des comportements sexuels compulsifs ont été introduits à la pornographie par des pères. Alors, 50% des gens qui ont de la misère avec des comportements compulsifs ont été introduits à ça par des pères, voulant dire, je suis allé coucher chez mon ami, puis mon ami m'a montré ce site Internet-là, puis ça a été comme ça ma première expérience. Deuxième statistique que Stringer nous dit dans sa recherche qui date assez récente, là, à peu près 5 ans, dans 32% des cas, c'est un enfant plus âgé ou un membre de la famille ou un chum ou une blonde qui va les introduire à la pornographie. Alors, cette introduction-là à la pornographie, pour la plupart, ça constitue une forme subtile d'abus sexuel. Parce que, reprenez l'image du gars qui s'expose à votre enfant, ça va avoir un effet formatif, indésirable. Ça va le suivre dans ses souvenirs. Mais là, ce n'est pas un individu, c'est un système, c'est l'Internet. C'est une industrie multimilliardaire qui a des moyens technologiques infinis, qui, en quelques clics, suggère des actes dégradants à nos enfants. Et leurs cerveaux sont disposés à être fascinés par ces images-là. C'est normal. C'est une bonne chose. Dieu nous a créés comme êtres sexués. Alors, vous voyez comment les dés sont un petit peu pipés. Hein? Placez-vous dans la peau de votre enfant ou des enfants. Peut-être que c'est une histoire qui est très intime pour vous aussi parce que vous l'avez peut-être vécue. Mais n'importe quel enfant va sentir plusieurs choses en même temps. Il va se sentir mal de voir ces images-là. Mais aussi, il va se sentir attiré par ces images-là. Il va avoir besoin d'une réaction sécuritaire pour le guider à propos de ces images-là. Il a besoin... Il n'est pas niaiseux s'il ne sait pas quoi faire avec. C'est un enfant. Il a besoin d'être enseigné. Il a besoin d'être rassuré. Il n'est pas équipé pour se défendre, puis pour s'interpréter, pour les interpréter. C'est 20. Okay. Quelques effets. Les effets sont nombreux de la pornographie, ils sont extrêmement bien documentés et dans un genre d'aveuglement collectif, ils sont évidemment jamais discutés sur la place publique. Si vous voulez lire sur le lien entre la consommation de pornographie et la satisfaction maritale, le lien entre la consommation de pornographie et la santé mentale, le lien entre la consommation de pornographie et l'impact que ça a sur les gens dans cette industrie-là et des dizaines de rubriques,
johnfoubert.com vous résume, citation scientifique à l'appui, ce que la littérature nous révèle dans les 20 dernières années. Évidemment, comme n'importe quoi, si vous ne lisez pas l'anglais, ça se traduit très bien avec n'importe quel plugin dans Google. Je vous encourage à vous éduquer parce que vos enfants ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'être pleinement investis dans ça, parce que si c'est juste, va pas là, puis fais-moi confiance, ça ne marchera pas. Il faut qu'ils soient convaincus, il faut qu'il y ait une discussion posée, rationnelle, évidemment appropriée selon chaque âge. Voici quelques statistiques. Les actrices féminines dans les vidéos sont très susceptibles d'exprimer du plaisir quand il y a des actes violents dirigés contre elles, en particulier si l'actrice a moins de 20 ans. De telle façon que ça perpétue l'idée que les femmes aiment ça être soumises à des comportements sexuels agressifs et dégradants. Shore 2018. Alors, si c'est ce que je consomme régulièrement, c'est pas la réalité, hein? Tout le monde sait que c'est pas la réalité. Mais ce que la recherche démontre, c'est que ça a des effets formateurs et que ça l'encourage, ces comportements-là, recherche à l'appui. Sur un seul site pornographique, en 2018, pour une année, 33,5 milliards de visiteurs. Visites quotidiennes sur le site dépassent les 100 millions. 962 recherches à la seconde. Chaque minute, 63 992 nouveaux visiteurs accèdent à son contenu pour un seul des sites principaux. Autre étude nous relate que plus les hommes regardent de la pornographie dégradante, plus ils sont susceptibles d'objectifier les femmes dans cette pornographie. Alors, j'essaie de parler de ça d'une façon qui n'est pas émotionnelle. Ce sont des faits. Puis, on n'est jamais mieux servi que par la vérité que par les faits. Les adolescents, les adultes qui consomment la pornographie le font parfois de façon compulsive. Ils ont besoin de parents solides qui vont savoir les aider, les écouter, les éduquer, les responsabiliser, puis les guider dans le contexte d'une relation sécuritaire, puis connectée. Imaginez si, à 12 ans, tu apprends que si tu veux avoir un soulagement, tu apprends que c'est avec la pornographie que ça se passe. C'est ça ton moyen de te gérer que tu as appris. Ça, c'est l'histoire de centaines et de centaines de Québécois et Québécoises. Que pour une raison ou pour une autre, ton parent l'apprend, puis il se met en colère. Qu'est-ce qui reste pour avoir un soulagement? Qu'est-ce qui reste pour se sentir désiré? Il reste la pornographie. Alors, ça demande, c'est assez complexe, hein? Parce que certainement, il y a le rôle d'éducateur, il y a le rôle d'écoute, de relations sécuritaires, il y a le rôle de mettre des limites avec les appareils. Et donc, ça demande du doigté, ça demande de la sagesse, ça demande de s'informer. Il reste donc 5 minutes ce matin, et je vais reparler de ce même sujet-là la semaine prochaine. Je vais terminer avec une dernière cause de deuil dans Genèse 19. Regardez 19, verset 6. Je t'ai rendu dans la partie application, on ne la fera pas au complet. Mais le premier pas pour devenir des parents vers qui nos enfants vont se tourner naturellement pour de l'aide dans une culture hypersexualisée, ça va être de nous-mêmes, hein, de vivre dans l'intégrité. Et regardez au verset 6. Alors toute la ville est autour de la maison. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères,
Je vous prie, ne faites pas de mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Lot le juste, que 2 Pierre 2 appelle le juste, l'homme de foi, le collègue d'Abraham, qui est prêt ici à sacrifier ses propres filles. C'est aussi un homme c'est un homme de foi qui est juste. Mais c'est quoi aussi Lot? C'est aussi un homme qui est profondément façonné par sa culture violente, sa culture objectifiante. Ah, on ne ferait pas de mal à un serviteur du Seigneur, mais mes filles, prenez-les. On connaît l'histoire, Lot et ses filles sortent de Sodome, mais Sodome ne sortira pas de Lot ni de ses filles. Un petit peu plus loin, cette pensée pornographique-là qui a façonné Lot à mesure de vivre à Sodome, lui, il les voyait comme des filles qui pouvaient être sacrifiées. C'est correct, tu sais, mais les anges, ça c'est pas correct. Ça, c'est en dehors de ce qui est acceptable. Et au verset 30 du même chapitre, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux. Il n'a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Notre réaction, ça pourrait être de dire « c'est donc bien étrange, c'est donc bien absurde, c'est donc bien irréel, ce texte-là. » Mais les filles de Lot, ils ont grandi avec qui? Ils ont grandi avec un père qui n'a pas eu peur de les utiliser. Puis plus tard, où est-ce qu'elles ont pris l'idée d'utiliser leur père? Ils ont eu cette idée-là de leur père. Leur père les a utilisés, alors elles ont utilisé leur père. Et le cycle de la honte continue. Le secret continue. Un peuple qui naît dans le secret. Puis aujourd'hui, on est en 2023 et le cycle de la honte continue. Et Lot le juste, c'est n'importe quel disciple qui est sorti de Sodome, mais dont Sodome demeure à l'intérieur. Et les frères et les sœurs, on ne peut pas amener personne là où même nous-mêmes on n'est pas allés. Puis je dis ça avec toute la compréhension du monde. S'il t'arrive de visionner de la pornographie, d'avoir des compulsions sexuelles, de ne pas être capable de t'en arrêter, c'est probablement déjà au courant que c'est un péché contre ton Dieu, contre toi-même, contre ton époux, contre ces personnes-là créées à l'image de Dieu, l'autre bord de l'écran, que tu dévores. Peut-être aussi que d'une certaine façon, tu as accepté des mensonges, comme de dire « je fais de mal à personne ». C'est une forme de déformation de la réalité. C'est du déni. Dans les faits, la personne de l'autre côté de l'écran, l'actrice, selon la littérature, selon ce qu'on sait, il y a une très grande prévalence d'abus sexuels dans cette industrie-là. Souvent, il y a des addictions. Le taux de suicide est extrêmement élevé dans cette industrie-là. C'est un racket mondial. Au sacrifice de gens, d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu. C'est un péché contre ton Dieu, contre toi-même. Et si tu es honnête, tu veux être libre. Tu veux arrêter, mais tu te retrouves sous une forme de compulsion. Puis tu te dis peut-être présentement, cette fois-là, c'est la bonne, je vais être capable d'arrêter par moi-même. Et la meilleure façon, c'est un mensonge, hein, si ça fait 15 ans que tu essaies d'arrêter par toi-même, ce que tu as besoin, c'est d'une relation sécuritaire dans laquelle tu vas être supporté puis encouragé pour te sortir de ça. La meilleure façon de briser ce cycle-là
D'enlever la honte qui vient de l'isolation, du secret, c'est de sortir de l'isolation du secret. Alors, le premier pas, c'est de briser le déni, d'accepter la réalité. Si je tourne en rond depuis des années, c'est peut-être le temps d'essayer d'autres choses. Tu vas avoir besoin de l'aide d'une communauté. Il existe plusieurs ressources sur Internet, informées par les meilleures pratiques qui t'offrent de la communauté. Il y en a beaucoup en anglais. Les 3 premières sont excellentes. The Freedom Fight. Troisième, Pure Desire Ministries, excellent programme chrétien. Le numéro 5, The Fortify Program, avéré, testé par la science, ça marche. Le 9e, Authentic Intimacy, particulièrement pour les femmes qui ont ces luttes-là. C'est du matériel adapté. La grosse faiblesse de ça, c'est sûr que c'est des choses qui sont en anglais. Il existe des ressources en français. Aussi, il y en a moins, malheureusement. Je termine en disant que si vous avez personne à qui vous en parlez, si vous posez peut-être cette question-là, à qui parler? Si vous voulez en parler à quelqu'un, ce que je vais faire, c'est que je vais vous écouter, je vais vous amener vers Jésus, je vais vous indiquer des outils qui vont vous assister dans votre travail de repentance. Puis la liberté est possible. La liberté est possible. La semaine prochaine, on va revenir spécifiquement sur des attitudes concrètes pour devenir des parents vers qui nos enfants vont se tourner naturellement. Je termine avec des petits livres qui sont intéressants. Dieu a créé des garçons et des filles. Dieu m'a créé comme je suis. Et Good Pictures, Bad Pictures, Porn-Proofing Today's Young Kids. Merci de votre attention. Je termine avec un petit mot de prière. Alors, notre Dieu, notre cœur est rempli de peine à mesure qu'on fait un examen social de ce qui est autour de nous. Puis ça nous fait penser à ton cœur, à toi, parce que nous, on ne connaît pas grand-chose. Mais toi, comment ton cœur doit être blessé, notre Dieu, alors que tu sais tout ce qu'on se fait les uns aux autres. Et néanmoins, tu nous aimes. Et néanmoins, ton Fils Jésus a porté à la croix notre honte, notre péché. Et nous voulons regarder à toi, Seigneur, pour la vie victorieuse, le pardon des péchés, puis la grâce pour chaque jour marcher dans la liberté à laquelle tu nous appelles. Seigneur, on veut être des gens d'intégrité, puis aussi on veut être capable de porter les fardeaux des uns des autres. Je te remets en particulier les parents de notre assemblée, que tu les équipes avec la connaissance, la sagesse et la capacité à bien diriger leurs jeunes. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que je prie ces choses. Amen.